Et bien voilà les amis, donc nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce cours consacré au circuit RC. Partie donc plus théorique maintenant, plus mathématique, puisque nous allons donc modéliser, comme je l'avais dit dans la première partie, nous allons modéliser donc les circuits électroniques RC avec des équations différentielles. Et pour cela, donc, si on veut résoudre, il n'y aura pas 30 000 solutions, il faudra passer par la case mathématique. Et une fois que vous aurez compris la méthode, vous allez voir, ça déroule tout seul. Avant de pouvoir former l'équation différentielle, il va nous manquer un tout petit truc, et c'est ça que je vais vous expliquer tout de suite, c'est qu'en fait, il y a des conventions en électricité pour les formules. Donc les formules qu'on vous donne, en fait, elles ne sont pas figées complètement, il y a toujours un petit problème de signe moins, etc. Et vous allez voir pourquoi, en fait. Et donc, tant qu'on n'est pas capable de reconnaître la situation dans laquelle on est, eh bien, les formules qu'on utilise parfois ne sont pas complètement justes. Alors ça pose un énorme problème parce que votre équation différentielle, elle est fausse du coup, et donc vous n'avez pas du tout les bons phénomènes que vous avez modélisés, ce qui n'est pas terrible, vous le reconnaîtrez. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument donc passer par cette case théorique, et vous allez voir qu'elle va vous servir dans tous les domaines, que ce soit pour les circuits RC, RLC, ce que vous voulez, de toute façon vous allez voir ça marche à tous les coups. Et donc il faut être capable tout simplement de le faire. Et je vous garantis que c'est très facile en fait. Donc, eh bien, allons-y. Voilà, alors, nous allons regarder tout de suite donc, les conventions en électricité. Donc, les conventions en électricité. Ces conventions vont concerner les composants électroniques que l'on mettra dans le circuit. Je vais prendre par exemple ici le symbole d'un conducteur ohmique, mais bien sûr ça fonctionne pour n'importe quel appareil, que ce soit un générateur, un condensateur, ce que vous pouvez imaginer. Je vais mettre ici donc simplement le nom de ces bornes, que je vais appeler arbitrairement A et B. Et par convention, la tension électrique entre A et B est notée ainsi. On va la noter UAB. Ainsi. Remarquez donc bien, UAB, la flèche pointe sur le A, qui est ici, et l'extrémité donc pointe sur l'autre. D'accord ? Ça, il faut l'apprendre par cœur, il n'y a pas de solution autre, ça a été décidé comme ça. Par définition, UAB est égal à VA moins VB. Alors ça c'est plus pour les prépas que je vous dis ça. VA est le potentiel électrostatique en A, et VB est le potentiel électrostatique en B. Voilà, un extraordinaire. Et on a donc ici, c'est assez évident, si je veux savoir si UAB est positif, par définition, eh bien VA est forcément plus grand que VB, c'est-à-dire que le potentiel en A est plus grand que le potentiel en B. Voilà. Partant de cela, on a deux conventions. Alors attention, le vocabulaire n'est pas extraordinaire, je trouve, parce qu'il peut prêter à confusion. Il faut vraiment le prendre tel quel, ce vocabulaire, et pas aller chercher beaucoup plus loin que ça. On a la convention dite récepteur. Et on a une autre convention, qui est la convention dite générateur. À quoi ça correspond ? Ça correspond à ceci. Donc j'ai mon conducteur ohmique, pardon, pas mon conducteur ohmique, mon dipôle, quel qu'il soit. Hop. Donc j'ai mon dipôle qui est ici, A, B. Je vais écrire UAB. Donc voici UAB. D'accord ? Et imaginons que le courant entre ainsi dans ce dipôle. Eh bien, on dit qu'il est en convention récepteur. Autrement dit, on reconnaît très facilement un appareil en convention récepteur lorsque la flèche ici de la tension électrique est opposée à celle de l'intensité du courant. D'accord ? Et de la même manière, donc, j'ai mon autre dipôle qui est ici. J'indique ces bornes ici. UAB, par définition, de toute façon, lui, il ne change pas. C'est forcément comme ceci. Et imaginons donc que le courant électrique fasse ceci. Donc il est dans le même sens que UAB. On dit dans ce cas-là qu'on est en convention générateur, tout simplement. D'accord avec ça ? Attention, donc je me regarde sur un truc, parce que le vocabulaire, donc là on voit, c'est un peu le poids de l'histoire. Ici, ça ne veut pas dire que cet appareil-là est un récepteur.
Ça veut juste dire il est en convention récepteur. D'accord? C'est ça la petite subtilité en fait. Donc il faut vraiment prendre ceci comme au pied de la lettre comme mot, c'est une convention. D'accord? On lui a donné un nom, à mon avis, qui est malheureux. On l'a appelé récepteur et ici en générateur. C'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que en fait, c'est nous, on peut nous-mêmes attribuer arbitrairement le sens du courant en fait dans le circuit, comme on va le voir tout à l'heure. Donc c'est pas extraordinaire. Bien sûr, dans la réalité, ici on pourrait se dire, c'est normal que ça ce soit un générateur parce que c'est lui qui impose sa tension électrique impose le sens du courant. Ce qui est vrai, bien sûr, ce qui est vrai. Mais attention, encore une fois, donc, vous pouvez très bien avoir des générateurs qui sont en convention récepteur parce que vous avez mis le sens du courant arbitrairement comme ceci. D'accord? Ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc attention quand même malgré tout avec ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est la chose suivante. Il y a des dipôles qui sont polarisés. Un dipôle est polarisé quand quoi? Eh bien, quand vous le mettez dans un circuit, eh bien, un coup, il se comporte comme un générateur, et puis vous changez votre circuit, et votre dipôle va se comporter comme un récepteur. Et donc là, par contre, donc ça n'a rien à voir avec les conventions, d'accord? Rien à voir avec les conventions, c'est juste la façon dont le composant électronique est fait, eh bien, lui donne cette possibilité d'être un coup un générateur, d'un coup un récepteur. Alors, par exemple, une résistance électrique ne pourra jamais être un dipôle polarisé, parce qu'en fait, votre résistance électrique, quelle que soit la façon dont vous la mettrez dans le circuit, quel que soit le circuit, de toute façon, elle ne rendra jamais le moindre courant électrique. Donc, ça ne sera jamais un dipôle polarisé. Par contre, pour nous, le condensateur, lui, on verra que quand il est en train de se charger, donc on appelle ça la charge du condensateur, dans ce cas-là, c'est un pur récepteur. Par contre, quand vous le mettez tout seul dans un circuit ou avec d'autres appareils qui sont des récepteurs, eh bien le condensateur a tendance à se décharger et donc il va générer un courant électrique et donc c'est lui qui devient le générateur du circuit. D'accord? Donc le condensateur est un dipôle polarisé. D'accord? Il y en aura d'autres, vous verrez beaucoup plus en prépa ou autre. Donc un dipôle est polarisé lorsque selon le circuit, il joue le rôle d'un générateur ou d'un récepteur. Et dans tous les cas de figure, vous verrez que donc les appareils électriques, les formules que vous avez donc changent en fonction du fait que vous êtes, quand c'est un dipôle polarisé, si c'est un générateur ou un récepteur, les formules changent un petit peu. Et dans le cas où on est en convention récepteur ou convention générateur, les formules changent un peu. Alors donc, en quoi est-ce qu'elles changent? En fait, vous verrez, il y a un signe moins qui apparaît. Et c'est ça qu'il faut sur ça qu'il faut faire attention parce que vos équations différentielles sont toujours fausses si vous n'avez pas le bon signe. Donc il faut faire attention, sinon vous bricolerez toute votre vie et c'est pas une bonne idée. Donc voilà, donc passons maintenant donc à la convention spécifique pour les condensateurs. Vous allez voir, il y a deux règles à connaître. Il y a une règle pour la valeur de la tension UC aux bornes du condensateur et une règle à connaître pour trouver l'intensité du courant qui va circuler dans le circuit et qui vaut donc la dérivée de la tension de la charge du condensateur par le temps. Et donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc je marque ici convention pour le condensateur. Alors, il y a deux petites règles, comme je viens de vous dire. Donc, je vais mettre ici règle. La première donc concerne UC, la tension aux bornes du condensateur. D'accord? Donc, cette tension, elle est proportionnelle à... Donc c'est là où il faut faire attention, il faut regarder donc votre énoncé ou vous regardez les charges sur votre condensateur. Donc c'est proportionnel à la charge
pointé par donc UC. Donc UC, vous avez des cas comme ceci, vous voyez. Et donc, par exemple, hein, et donc vous regardez la charge pointée par cette flèche. Ici, je vais vous faire une illustration juste après. D'accord. Donc elle est proportionnelle. On verra que le coefficient de proportionnalité, c'est 1 sur C. Et enfin I, donc I c'est quoi? Donc c'est la dérivée donc, de la charge. Donc I c'est la dérivée de la charge. Donc c'est la dérivée de la charge, donc portée par l'armature. Donc la dérivée de la charge portée par l'armature, donc pointée sur I, pointée par I, pardon, pointée par I, et c'est la dérivée au cours du temps. Donc au cours du temps. Donc c'est la dérivée de la charge portée par l'armature pointée par I au cours du temps. Donc je vais regarder maintenant donc comment rentre le courant dans le condensateur et j'aurai donc j'aurai la valeur qui m'intéresse. Donc je vous montre ici les différents cas. Il y a 4 cas, donc du coup ici. Et donc on va tous les regarder, on va illustrer sur le premier cas, et puis après vous allez voir que ça déroule tout seul sur tous les autres. Donc le cas numéro 1, c'est celui-là. Donc j'ai mon condensateur, comme ceci. Tac, tac, ici, d'accord. J'ai ici plus Q porté par cette charge, par cette armature, disons, et moins Q porté par l'autre. Ça c'est totalement arbitraire. Je vais mettre I comme ceci. Donc imaginons qu'on a cette situation, d'accord, et qu'on a aussi cette situation, par exemple ici, donc UC comme ceci, d'accord. Au passage, vous remarquez qu'ici on est en convention récepteur du coup, ici, puisque on a I et U qui sont opposés ici, donc on est en convention récepteur ici. D'accord. Et donc là, on a deux relations qu'il faut connaître, donc qu'il faut avoir ici, c'est celle avec U de UC et celle avec I. D'accord. Donc UC, c'est quoi ici? Donc UC, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal, donc c'est marqué ici, hein, donc UC est proportionnel à la charge pointée par UC. Ici, la flèche est du côté de plus Q, donc c'est plus Q sur C. D'accord. Et donc on écrira ici Q sur C du coup. D'accord. Et nous avons donc maintenant l'intensité, donc ça c'est pour U, et pour I, donc un I égale quoi? Donc I c'est la dérivée de la charge portée par l'armature qui est pointée par I. Donc ici c'est plus, ici donc c'est plus dQ sur dt, puisque le plus qui est ici c'est celui qui est là. D'accord. Et donc ça nous fait quoi ici? Et bien c'est égal donc tout simplement à dQ sur dt. Donc je vous rappelle ici avec un Q qui dépend du temps. Par exemple, s'il est en train de se charger, ben, les charges augmentent avec le temps. D'accord. Donc voilà ici, alors je vais juste changer un tout petit truc ici pour que ce soit encore plus clair. C'est D de plus Q du coup ici. D de plus Q égale ceci. D'accord. Et donc ça nous fait plus dQ sur dt, ça fait ça. Ça c'est pour le premier cas. Donc ici, l'intérêt de ceci, c'est que ça va nous permettre de trouver une formule qu'on va beaucoup utiliser ici, puisqu'on a donc Q ici donc égale C fois UC, d'accord, dQ sur dt, ici qui vaut I, vous voyez, I égale dQ sur dt, égale C DUC sur dt. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dérivé par rapport au temps donc toute cette expression là. Q dépend du temps, UC dépend du temps. D'accord. On a ici bien sûr avec UC de t. D'accord. Donc UC dépend du temps. Donc si je fais la dérivée de cette expression là, je dérive par rapport au temps celui-ci. Et vous savez, on est en maths ici. Hein, si vous la dérivez d'une expression avec une constante, la constante vous la sortez juste devant. D'accord. Donc C ici c'est la capacité du condensateur. Donc ça c'est pour le premier cas. Pour le cas numéro 2, hop, pour le cas 2, qu'est-ce qu'on a? On va prendre donc le cas suivant, cette fois-ci. Tac, 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 tac.
je vais prendre cette fois-ci, donc ici j'ai toujours plus Q, là j'ai toujours moins Q, voilà, et je vais dire que le courant électrique fait ceci. Tac, je vais mettre les petites couleurs, on va faire. Je vais dire donc que I fait ceci, d'accord, et je vais prendre UC comme ceci. Donc là je suis en convention, vous remarquez ici, on est en convention générateur, d'accord. Et bien donc, qu'est-ce que l'on a ici tout simplement? On a UC qui pointe vers plus Q. Donc on a toujours ici UC égale plus Q sur C égale Q sur C. D'accord? Et j'ai I, je vais mettre ici du coup, on va aller un peu plus vite. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a I qui vaut quoi? Donc ici, qui est égal donc à la valeur donc qui est pointée par I. Donc si I fait comme ceci, c'est qu'il faisait comme ça aussi ici en fait. Hein. D'accord? Et donc I vaut D de moins Q sur dt. D'accord? Égale donc moins dq sur dt. D'accord avec ça? Ce qui nous donne donc la possibilité de d'écrire la relation du condensateur qui est ici. Donc hein, ici, pardon. On a donc Q égale C fois UC. D'accord? dq sur dt égale C fois UC, DUC, pardon, sur dt. D'accord? Ceci, c'est moins I. D'accord? Donc, vous voyez que I, c'est moins dq sur dt. D'accord? Donc, logiquement, ici, on a quoi? On a I est égal donc à moins C DUC sur dt. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a des formules qui sont presque les mêmes, d'accord, mais il y a le signe moins qui change de temps en temps, d'accord. Et donc ça c'est forcément à bien observer quand on fait nos circuits. Je vais passer au cas numéro 3, mais je vais mettre sur notre feuille, ça va être facile. Hop. Tac. Donc le cas numéro 3. Hop. Donc le cas 3, ça va être celui-là. Hop. Tac. 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 Donc j'ai toujours plus Q, moins Q. Alors le cas numéro 3, on va prendre I qui fait comme ceci. D'accord? Et cette fois-ci, je vais prendre UC comme cela. Remarquez qu'on est à nouveau en convention générateur. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a UC qui pointe sur moins Q cette fois-ci. D'accord? Donc, on a UC qui est égal donc à moins Q sur C. D'accord? Donc faites attention parce que dans les livres, on voit souvent la formule U égale Q sur C. Ça dépend en fait. D'accord? Ça dépend de quel U vous parlez. Oui. Donc on a ceci. Et on a aussi donc un I ici. I égale. Donc la I pointe sur plus Q ici. Donc c'est D de plus Q sur dt. Et donc ça vaut dq sur dt. D'accord? D'où notre relation avec I et UC, du coup. Hein. On a donc Q égale, ici, si je fais pas, c'est donc ça, moins Q, si vous voulez, égale C fois UC. D'accord? Donc j'ai Q égale C fois UC, égale moins C fois UC. D'accord? Q égale moins C fois UC. D'accord? Et donc, dq sur dt, qui vaut bien I, ici, d'accord, qui est égal à I, est égal à moins C fois DUC sur dt. D'accord?
Et il nous reste le dernier cas, donc je pense que là vous l'avez compris, hein. Le cas numéro 4, ça faut que vous arriviez donc à les refaire à chaque fois, hein, tous ces cas. Hop, donc tac, tac, c'est le dernier cas de figure possible, hein. Hop, hop, plus Q, moins Q, voilà. Donc le cas numéro 4, ça va être quoi? Ça va être UC qui est dans ce sens-là, d'accord, mais I qui est dans ce sens-là. On est sur une convention ici récepteur. Puisque les flèches ne pointent pas dans le même sens. D'accord? Donc convention récepteur. Qu'est-ce que l'on a? On a UC qui pointe sur moins Q. Donc on a, même chose qu'au-dessus ici, on a donc UC égale moins Q sur C. D'accord? Et maintenant, on a I qui est la dérivée de la charge donc pointée par la flèche, ici, sur l'armature. Donc ici, on a I qui vaut moins dQ sur dt. D'accord? I égale d de moins Q, cette fois-ci, sur dt. Égale moins dQ sur dt. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a donc moins Q égale C fois UC, et donc que on a Q qui est égal à moins C fois UC, et donc que dQ sur dt, hop, voilà, que dQ sur dt égale moins C DUC sur dt, d'accord? Mais attention, ici, c'est I vaut moins dQ sur dt. D'accord? Donc, soit vous prenez un moins ici, vous changez ce côté-là, soit vous faites passer le moins ici, comme vous voulez, d'accord? Mais donc ça nous fait au final I égale à C fois DUC sur dt. D'accord? Si vous savez refaire ces 4 cas, si vous savez les repérer à chaque fois dans les exercices, vous allez voir, c'est évident. Ça déroule tout seul, il n'y a aucune difficulté. D'accord? Donc il faut juste avoir ces règles-là. Donc il faut connaître surtout donc, les fameuses règles qu'on a énoncées ici. Hein, et vous êtes tranquille pour tous les circuits. Et quand vous aurez d'autres composants comme celui-là, eh bien vous ferez la même démarche. Hein, vous regarderez bien comment ça fonctionne. Donc on est pas mal sur ça. Il nous manque encore deux petites choses. Il nous manque la loi des mailles et la loi des nœuds. Et donc nous allons la regarder tout de suite. Hop là. Voilà. Alors, hop. Il faut savoir un truc, c'est que la loi des mailles et la loi des nœuds sont totalement indépendantes des conventions. Ça, c'est important de le savoir, parce que justement, sinon, on est tout le temps embêté, on ne saurait jamais quoi prendre en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la loi des mailles et la loi des nœuds sont indépendantes des conventions. Vous l'appliquez directement. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi des mailles et la loi des nœuds? Donc, la loi des mailles, je vais quand même le marquer ici pour qu'on soit sûr, qu'on soit clair là-dessus. Donc, la loi des mailles et la loi des nœuds donc sont indépendantes. Donc sont indépendantes des conventions. Alors à quoi va servir la loi des mailles? La loi des mailles va nous servir à trouver la tension électrique dans un circuit, et la loi des nœuds va servir pour l'intensité du courant dans un circuit. D'accord? Donc, regardez comme c'est facile, la loi des mailles, par rapport à avec ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez voir que c'est très facile. Donc, la loi des mailles, vous prenez n'importe quel circuit. D'accord? Donc, je prends n'importe quel circuit, hop. Tac, 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 ici. Imaginons que j'ai des dipôles partout, je les dessine comme ceci, les dipôles, ça n'a aucune importance hein, ici dans notre histoire. D'accord? Vous pouvez écrire la loi des mailles, vous prenez des points, c'est vous qui les introduisez les points, et vous faites l'application directe. Regardez, je prends des points ici par exemple. Bien sûr, vous pouvez en rajouter encore en plein milieu, hein, ça ne change rien de toute façon sur l'histoire, mais prenons déjà cela. D'accord?
on a la loi suivante qui dit UAB plus UBC plus UCD plus UDA égale 0. Ça c'est un peu à la relation de Chasles pour les vecteurs, hein. Et c'est un peu ça l'idée. Alors vous voyez, UAB est ici, hein. UAB est là, UBC est là, UCD est là, et UDA est là. D'accord? Pourquoi c'est ça? Ben, c'est facile. Parce que ça vaut, en fait, quand je pars d'ici et que je reviens au même point ici, je tombe sur le même potentiel. D'accord? Donc j'ai UAA. Or, UAA, par définition, on l'a vu tout à l'heure, c'est VA moins VA. Ça vaut forcément 0, puisque le potentiel, la différence de potentiel entre A et A, c'est forcément 0. D'accord? Donc, le point A est au même potentiel électrique que lui-même. Ça paraît évident. D'accord. Donc c'est ça ici l'histoire. Donc on a une relation comme ça entre toutes les tensions électriques. Elles ne peuvent pas être n'importe comment, puisqu'il faut que lorsqu'on a fait tout le tour du circuit, eh bien on retombe sur le même potentiel. D'accord. Et donc on connaît cette histoire ici. Hein. Vous avez la tension qui va se répartir donc, dans le circuit pour avoir ce point-là. D'accord. La loi des nœuds, je vous la dessiner à côté. Hop. Donc la loi des nœuds, bien sûr, fonctionne pour les circuits en dérivation. C'est lorsque vous avez des nœuds dans le circuit, c'est-à-dire un endroit où vous avez le circuit qui fait des bifurcations. Donc ici, je dessine un nœud, ici. D'accord. Et je vais dessiner quelques fils qui entrent. Ici, voilà ce qu'on a ici, hein, par exemple. Donc il faut le voir vraiment comme un nœud, même un nœud autoroutier ou autre, hein, ici. Donc là, par exemple, imaginons que ceci, c'est I1. Ça, c'est I2. D'accord. I3, I4, I5. D'accord. Eh bien, on a la relation suivante. I1, je vais mettre ici, I1 plus I2 moins I3 moins I4 moins I5 égale 0. Pourquoi? Parce que, alors d'abord, on peut le voir comme ça ici, c'est I1 plus I2 bien, égale I3 plus I4 plus I5. Je vais passer I3, I4 et I5 de l'autre côté, ça donne ça, d'accord? Et on a ce qui est assez évident, c'est que l'intensité du courant qui va vers le nœud ici, c'est forcément égal à l'intensité du courant qui sort du nœud. D'accord? Et donc la convention est la suivante, c'est on compte positif, donc vous mettez un plus devant, d'accord, les intensités, donc les intensités qui vont vers le nœud. Et on compte négatif, on compte négativement. Négativement. Donc on compte négativement les intensités qui ici qui vont fuir le nœud, hein, qui fuient le nœud. D'accord avec ça? Et donc, si vous avez besoin, eh bien vous utilisez ces relations et c'est ça qui va nous donner toutes nos équations différentielles. Il n'y a pas 30 000 autres, en fait, il n'y a pas 30 000 autres lois en fait hein, qu'on va utiliser. Donc c'est quand même relativement facile. Il faut juste trouver les bonnes et trouver les bons signes grâce aux conventions qu'on a vues juste avant. D'accord avec ça? Voilà, donc désormais on va regarder réellement donc, le circuit RC et modéliser son fonctionnement grâce à une équation différentielle. Et vous allez voir qu'avec tout ce qu'on a fait là, ça va dérouler tout seul, tout seul, tout seul. Regardez. Hop. Donc, qu'est-ce que l'on a? On va marquer ici donc circuit RC.
Hop, donc qu'est-ce qu'un circuit RC? Eh bien un circuit RC, eh bien donc contient un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique de résistance R. D'accord? Dessinons un circuit classique. On va prendre un circuit en série. Donc, je vous dessine un circuit électronique. Ici, hop. Tac. Hop. Je vais rajouter ici dans le circuit un interrupteur. C'est juste pour que... Je sais que ça pose toujours des problèmes aux étudiants. Et donc, on va le rajouter ici. Donc, j'ai un interrupteur que l'on nomme traditionnellement K. On va pas nommer I, puisque I c'est pour la réserver l'intensité. Vous avez bien compris. Ici, j'ai un générateur. Donc, je vais plutôt proposer pour l'instant la charge. Ici, je vais plutôt étudier la charge d'un condensateur. Ici. D'accord. Le générateur va délivrer une tension constante égale à E. Ici. Ensuite, j'ai ici mon conducteur ohmique. Hop, ici. Donc sa résistance vaut R, ici. Et j'ai mon condensateur qui est ici. Hop. Hop, ici. J'ai donc plus Q ici, moins Q ici. Le condensateur est de capacité C, ici. Alors, première chose, hop, regardez, vous orientez le circuit exactement comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Alors juste un petit truc, pardon, je vais juste nommer ici les... je vais prendre une autre couleur. Je vais nommer simplement ici les tensions électriques, de manière là aussi totalement arbitraire. Ici, je vais l'appeler donc UR, ici, pour le condensateur, pour le conducteur ohmique. Pour le condensateur, nous aurons UC qui sera comme ceci. UK, je vais le nommer comme ça. D'accord. Et le générateur ici, donc on l'a déjà ici nommé avec cette flèche. Alors, donc vous orientez votre circuit de manière totalement arbitraire, mais je vous conseille, moi personnellement, d'orienter le circuit de la manière la plus plausible, c'est-à-dire en tenant compte éventuellement du générateur, sachant que le courant, il va de la borne de plus vers la borne de moins, le sens conventionnel, et donc pour faciliter les raisonnements, c'est un peu mieux. Mais ça n'a aucune obligation, faites comme vous voulez, puisqu'on a vu de toute façon qu'on a moyen de trouver nos... puisque nous avons moyen de trouver nos formules de manière complètement facile grâce à ce que je vais montrer tout à l'heure. Donc, je l'oriente comme ceci le circuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais que le courant parte du générateur ici, et donc que le courant soit imposé par le générateur. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Donc là, on aurait I, donc ici, comme ceci, I. Très souvent, dans les énoncés, c'est celui qui a fait l'énoncé qui vous impose en fait le sens. D'accord? Donc voilà. Au passage, je montre un petit détail simplement ici, mais c'est juste pour qu'on soit sûr. J'en ai déjà parlé dans la première partie. Nous sommes dans un circuit en série ici. L'intensité est la même en tout point du circuit. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est le même I partout. D'accord? Bien sûr, c'est pas la même tension partout. Par contre, là c'est clair que non. D'accord? Donc ceci ici, donc ça représente ici, ce truc-là, donc ici, ça représente l'orientation arbitraire. Donc représente l'orientation, donc qui est arbitraire ici, de l'intensité que l'on prendra positive. D'accord?
Donc en particulier pour la loi des nœuds, ça a son intérêt du coup ici, puisque si vous orientez comme ceci, bah, les nœuds quand ça va vers le nœud, bah, c'est positif, et quand ça fuit le nœud, c'est négatif. Donc là, il faut orienter à un moment donné votre circuit. D'accord? Et donc comme je vous le disais, donc ici, un remarque, hein, bien sûr, malgré tout, donc hein, on essaie de prendre un sens, on va dire plausible, pour le courant. Donc qui va du plus vers le moins. Du plus vers le moins du générateur par exemple. Donc ceci, donc quel but encore une fois, afin de faciliter les raisonnements. D'accord ? Afin de faciliter les raisonnements. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. D'accord ? Mais ce n'est pas une obligation. Alors, qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien, donc nous avons ceci. Imaginons qu'avant le début de l'expérience, on a l'interrupteur qui est ouvert, d'accord? Et donc à t égale 0, à t égale 0 secondes, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme l'interrupteur K. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc le condensateur commence à se charger. D'accord? On l'a vu dans la première partie, quand on a modélisé, quand on a commencé à parler du phénomène, donc hein, qu'est-ce qui se passe concrètement avec les charges qui sont repoussées, etc. Donc la charge maximale du condensateur hein, n'est pas atteinte immédiatement. D'accord? Donc la charge maximale du condensateur donc n'est pas atteinte immédiatement. Immédiatement. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que la valeur de la charge Q, hein, ici, eh bien, elle dépend du temps. Et donc, a fortiori, s'il dépend du temps, l'intensité du courant qui vaut dQ sur dt dépend aussi du temps. Il existe ce qu'on appelle un temps caractéristique du circuit. Donc, il existe un temps caractéristique, justement, du circuit. On le note, c'est la simple tradition ici, on la note avec le t grec, donc on le note tau. On le note tau. D'accord ? Ce temps caractéristique, il correspond à quoi? Il correspondra au temps nécessaire pour que le condensateur soit chargé avec à peu près 63% de sa charge maximale. D'accord? Donc ça a été défini comme ça, et on verra pourquoi. Il y a une raison mathématique en fait qui est cachée derrière. D'accord? Donc il correspond. Donc il correspond au temps nécessaire. Donc il correspond au temps nécessaire en secondes. Il correspond au temps nécessaire permettant de charger le condensateur pour environ 63% de sa charge maximale. De sa charge maximale. D'accord? Et on a la formule suivante. On démontrera cette formule après quand on aura fait les équations différentielles, mais pour l'instant on peut déjà l'admettre, on peut calculer plein de choses avec ça. On a tau qui est égal à R fois C.
Alors c'est logique hein, que ce soit ça, puisque forcément le temps caractéristique de la charge du condensateur, bah, forcément elle dépend du condensateur lui-même, de sa capacité, et elle dépend aussi de son environnement, c'est-à-dire de la résistance électrique qu'on a mis dans le circuit. D'accord ? Donc ça c'est le temps, c'est quoi ce truc-là ? Donc ça c'est le temps écoulé en secondes. D'accord ? R, ici, c'est la valeur de la résistance électrique en ohms. Je vous rappelle que en ohms, c'est écrit avec la lettre grecque oméga, ici majuscule. C'est le O majuscule grec. D'accord ? Et ça, c'est la capacité du condensateur en farad. D'accord ? Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Donc, à T égale taux seconde, d'accord ? Eh bien, UC égale 0, alors à peu près. UC est à peu près égal à 0,63 E. D'accord ? Où E, c'est quoi ? Donc, où E est la tension aux bornes du générateur. Voilà. Il y a une petite chose qu'on peut rajouter ici. Je vais mettre une petite remarque ici. Remarque. Hop, remarque. Hop. Pour T égale 5 fois taux, alors on a UC qui vaut à peu près 0,99 E, donc qui vaut presque E, donc du coup, d'accord. Et donc on peut considérer que quand le temps s'est écoulé de 5 fois taux, eh bien on peut considérer que le condensateur est chargé, d'accord. Donc on considérera le condensateur chargé. On considérera le condensateur chargé. D'accord avec ça? Donc, on est pas mal ici. Il faut donc maintenant que nous écrivions notre équation différentielle. Et pour cela, voilà comment est-ce qu'on fait. Hop. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'écrire l'équation différentielle. Et après, pour la résolution, eh bien, on appellera les maths à la rescousse. Alors, on marque ici, donc, trouver l'équation différentielle. On va le faire ici pour la charge du condensateur, mais soyons très très clairs, de toute façon, la méthode qu'on va appliquer là, elle marche dans tous les cas de figure. D'accord ? Donc ici, mais en tout cas, il faut savoir faire ça de 0, trouver l'équation différentielle pour n'importe quel circuit. Donc trouver l'équation différentielle pour la charge du condensateur. Donc la méthode est toujours la même. Première chose, vous écrivez la loi d'émail. Donc premièrement ici, écrire la loi d'émail. Alors, si je reprends mon circuit ici, vous voyez, il faut que je fasse un tout petit truc. Pourquoi ? Parce que il faut que j'introduise moi-même les lettres A, B, C, D. D'accord ? Donc ici, je vais les mettre dans une autre couleur. Je vais les mettre comme ceci. Je vais moi-même introduire, donc ici, pour que ce soit plus commode, A, B, C, D. Pourquoi est-ce que je place les lettres ici et pas ailleurs ? Parce qu'en fait, je vais encadrer chacun des composants électroniques ou chacun des composants du circuit par des lettres. Comme ça, je suis sûr de ne pas en louper. D'accord ? Donc, la loi d'émail dit la chose suivante. Ici, donc si on reprend ici, c'est UAB plus UBC plus UCD plus UDA égale 0. D'accord ? Donc, j'écris ici la loi d'émail. UAB plus UBC plus UCD plus UDA
égale 0. Jusque-là, rien d'extraordinaire. D'accord? Maintenant, vous remplacez chaque terme en tenant compte des conventions. D'accord? Alors, en convention, là c'est vraiment pour les conducteurs ohmiques. Hein. Pour les conducteurs ohmiques, lorsque il est en convention récepteur, eh bien, on a la formule qu'on connaît déjà, UAB égale RI. D'accord? Donc ici, UAB, donc si je regarde ici, voilà ici, UAB, il est comme ceci. D'accord? Donc là, c'est bien UR. D'accord? Donc ici, j'ai UAB qui vaut UR. Écrit comme ça. D'accord? Ensuite, UBC. UBC, c'est UC. Donc plus UC. D'accord? UCD. UCD, c'est celui-là. Donc c'est UK. D'accord? Et enfin, donc UDA. UDA, il est dans le sens inverse de E ici. Donc c'est moins E ici. Moins E égale 0. D'accord? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Maintenant, on va remplacer donc chacun des termes par la formule qui nous intéresse. D'accord? Alors, on remplace par les formules. Donc, on remplace par les formules. Mais attention, ici, on ne fait pas n'importe quoi. Attention, ici. Voilà. Nous, ce que l'on veut, ici, hein, on cherche une équation, bon, qui sera différentielle, hein, ici, une équation différentielle. Vérifiée par UC, bien sûr, UC de T. D'accord? La tension au bord du condensateur. Donc c'est là où en général les étudiants se trompent, c'est que ils remplacent toutes les valeurs par des formules. Donc ici UC, ils le remplacent par Q sur C par exemple. Surtout pas ici. Pourquoi? Puisque on a déjà UC. Donc on a déjà UC dans l'équation. Donc celle-là, je vais surtout pas l'enlever, puisque sinon je vais abîmer mon équation. Par contre, il faudrait que j'ai tous les autres termes ici qui soient soit des constantes, soit qui soient dépendants eux-mêmes de UC. D'accord? Donc, il faut faire apparaître UC partout où on peut le faire apparaître. D'accord? Alors, mon stylo est là. Donc, concrètement, qu'est-ce que l'on a? Donc, UC, c'est bon. D'accord? On a UR ici qui vaut donc RI. D'accord? Pourquoi ça vaut RI? Parce que on est en convention ici récepteur, hein, ici. Je vous le remets ici. Et donc, là, par contre, on est très clairement donc avec un conducteur ohmique, hein, cette fois-ci. Donc là, dans notre histoire, ici, si vous regardez bien le dessin, on a UR comme ceci et I comme ça. Vous voyez, regardez. On a UR comme ça et I comme ça. D'accord? Donc là, c'est la formule normale. On a ici donc UR égale RI. D'accord? Donc, UR égale RI. Ici, un quart. Donc, UR égale RI. Car on a ceci. D'accord? UC, je le laisse tel quel. D'accord? Donc UC, on n'y touche pas. Donc on n'y touche pas. On n'y touche pas car on veut déjà tout en fonction de UC. D'accord? Donc on l'a déjà, c'est parfait. D'accord? UK, lui, il vaut 0 volts. Pourquoi? Car un interrupteur fermé se comporte comme un fil. D'accord? Or, s'il se comporte comme un fil, vous avez votre fil électrique comme ceci. Donc ici, c'est CD, ici. Et bien, j'ai C qui est ici, D qui est ici. D'accord? Le potentiel entre C et D ne varie pas, parce qu'il n'y a pas de dipôle entre. Il n'y a pas de récepteur ou de générateur entre. D'accord? Donc on a ici VC égale VD. D'accord? Donc UDC, ici, égale 0.
D'accord. UDC qui vaut V D moins VC, ça fait 0. D'accord. Donc UK vaut 0 ici, et on a donc moins E qui est déjà ici. D'accord. Donc l'équation s'écrit. Donc la loi des mailles s'écrit plutôt. La loi des mailles s'écrit. Donc concrètement, RI plus UC. Remarquez donc que j'ai mis des minuscules ici. I étant minuscule, UC étant minuscule, ça veut dire qu'il varie potentiellement dans le temps. D'accord. Plus 0, moins E égale 0. D'accord avec ça? Très bien, c'est pas bon encore, puisqu'il me faut ici donc écrire I en fonction de UC. Mais ça, par contre, normalement, c'est facile. Pourquoi? Parce que nous avons ceci ici, et nous avons nos petites règles de la dernière fois, qui dit la chose suivante. Le UC ici pointe sur plus Q, ici. Donc on a la relation suivante, on a donc UC égale Q sur C, donc plus Q sur C, d'accord. Et I, ici, vaut D de quelque chose sur dt, il vaut D de plus Q sur dt, d'accord. Et I égale DQ sur dt, donc du coup, d'accord. Avec cette convention, d'accord. Donc avec bien sûr ici, donc pour qu'on soit clair, ici on a UC de T, Q de T et I de T. D'accord. Voilà, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de remplacer I par une expression en U de C. Pourquoi? Puisque donc je vais dériver donc ceci, donc on a Q égale C fois UC, dQ sur dt égale donc C fois DUC sur dt. D'accord. Or, il se trouve que I vaut aussi dQ sur dt. D'accord. Donc, I égale C fois DUC sur dt. D'accord. Et donc, au final, R fois I, celui-là, d'accord, bah, il vaut donc RC fois DUC sur dt. D'accord. Ce qui nous donne notre équation différentielle, qui est celle que l'on cherche depuis tout à l'heure. Donc, ce qui nous donne l'équation différentielle suivante, ici, donc, d'où l'équation différentielle, marqué ici, tac, voilà, d'où l'équation différentielle. Donc là, j'ai vraiment fait tout pas à pas, toutes les étapes, bien sûr. Dès que vous commencerez à avoir l'habitude, vous irez beaucoup plus vite à dérouler tout l'ensemble. D'accord. D'où l'équation différentielle. Donc, RC DUC sur dt plus UC moins E égale 0. D'accord avec ça? Alors, il ne faut pas être étonné ici que l'intensité du courant, hop, ici, dépende de UC, puisqu'en fait, on avait vu dans la première partie que plus la tension électrique, plus les armatures commencent à charger, plus il y a les électrons qui ont du mal à se déplacer. Et donc c'est normal que plus le temps va avancer, plus l'intensité du courant va diminuer, comme on l'avait vu. D'accord. Donc il n'y a rien d'exceptionnel derrière ça. D'accord. Alors, nous avons ceci. Et là, maintenant, nous sommes bien embêtés pour le résoudre, puisque nous avons une équation qui n'est pas classique, comme on sait d'habitude, il n'y a pas de discriminant, il n'y a pas tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai une expression avec U, ici, et dans la même expression, j'ai sa dérivée. D'accord. Et c'est ça qu'on appelle une équation différentielle, en fait. C'est quand j'ai une fonction qui est dérivée par le temps, et j'ai sa même fonction qui est réécrite ici. D'accord. Et donc là, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons résoudre, nous allons voir faire un petit rappel de maths.
maintenant. Voilà, nous sommes donc au point ici où nous ne pouvons plus avancer sans les maths. Et donc c'est un petit conseil que je vous donne, quand en physique vous êtes un peu embêté, eh bien c'est souvent à cause des maths. Donc il faut travailler cette partie-là aussi, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc c'est extrêmement important de revoir les théories cachées en maths derrière les choses, et vous verrez que ça vous aidera énormément, et même d'ailleurs dans la vie de tous les jours, ça aide souvent d'avoir un petit bagage en maths. Vous verrez que vous pouvez résoudre 1 million de situations avec ça. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de passer ici donc hop à tac, la résolution des équations différentielles. Je vais passer sous silence quelques points vraiment rigoureux des maths pour essayer d'apporter vraiment ici à l'aspect pratique des choses, pour être sûr de pouvoir résoudre n'importe quelle équation différentielle. Vous verrez que vous pouvez résoudre avec ça des équations différentielles bien sûr liées au circuit électronique, mais aussi à la mécanique, etc. D'accord ? Donc c'est assez intéressant d'avoir l'aspect ici pratique des choses. Donc maths ici, donc équation différentielle. Donc, je vais déjà introduire, soit je vais prendre ici y, une inconnue. Y est donc une fonction qui décrit un phénomène, par exemple. Cette fonction, elle dépend du temps. Alors en maths, elle dépend de x. D'accord ? Mais nous, on va la prendre du temps, puisque bon, on a ici y de t, hein, d'accord ? Donc qui dépend du temps. Qui dépend du temps. Donc qui dépend du temps. Voilà, en maths, en vrai, hein, si vous faites que le cours de maths, ce sera y de x, d'accord ? Bon, c'est y de x. Pourquoi ? Parce qu'en maths, on aime bien les fonctions qui dépendent de x. Voilà. Donc on note. Là, c'est une pure notation, simplement, ici, mais c'est la même notation, que vous connaissez déjà. Y', par définition, c'est dy sur dt. D'accord ? Donc la dérivée de y par rapport au temps. C'est rien d'extraordinaire. On veut résoudre. Donc une équation de cette forme-là. Y' plus AY égale 0. A, ici, attention, il est pour l'instant, on va le considérer constant. D'accord ? Donc A est constant, est une constante. Donc est indépendante du temps. D'accord ? Remarquez donc bien qu'on a une équation que c'est bien une équation différentielle. On a la fonction qui est dérivée et la fonction elle-même qui n'est pas dérivée dans notre histoire. D'accord ? La question qu'on se pose, c'est j'ai une fonction, je la multiplie par a, je prends sa dérivée et j'aimerais bien que ça fasse 0. Voilà, c'est le problème que le mathématicien se pose. D'accord ? Et on veut voir ce que ça fait. Alors voici comment est-ce qu'on résout, c'est très facile. Vous faites passer AY de l'autre côté, ça fait moins AY. D'accord ? Maintenant, je vais isoler d'un côté tout ce qui est en rapport avec Y et garder de l'autre tout ce qui n'est pas en rapport avec Y. Donc ça me fait ici Y' sur Y égale moins A. C'est bon ? Or, je reconnais ici la dérivée d'un logarithme ici, ceci. Ça, c'est la dérivée. C'est la dérivée d'un logarithme. Pourquoi ? Parce que vous avez vu en maths, hein, log de ln de u. Ln de u prime, c'est égal à u prime sur u. D'accord ? Donc ceci est la dérivée d'un logarithme. D'accord ? Et donc je peux prendre la primitive de chacun des côtés. D'accord ? Donc je prends la primitive. D'accord ? Et j'obtiens donc ceci. Ln de y égale
La primitive de A, c'est AT. Donc moins AT, plus, vous savez que les primitives sont toujours à une constante près, d'accord, plus K, ici, où K est une constante. D'accord? Et ça, je peux le résoudre facilement. Je prends l'exponentielle de chacun des deux termes, ici, et ça me fait donc y égale exponentielle de moins AT plus grand K. D'accord? Alors, c'est pas très joli les cas comme ça. On peut casser donc l'ensemble ici, c'est une puissance ici. Donc on sait que quand quand on additionne les puissances, on peut les séparer ici. Donc ça nous fait y égale en fait dans la réalité exponentielle puissance k exponentielle moins at. D'accord? Bah, je peux exponentielle le k, je peux poser ici. Donc on pose ici, si vous voulez, k1 égale exponentielle le k, puisque de toute façon k est une constante, exponentielle de k est aussi une constante. D'accord? Donc, ou k1 donc est une constante. Ou k1 est aussi une constante du coup. D'accord? Est aussi une constante. Donc pour une simple notation ici, j'ai ceci. Donc ça me donne ici y égale finalement donc k1 exponentielle le moins at. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est cool, mais c'est pas exactement ce qu'on avait tout à l'heure nous. Parce que si vous regardez bien, l'équation différentielle qu'on avait tout à l'heure, elle n'est pas exactement comme ça. Regardez, ici, hop. Nous on avait, donc, déjà on a le nombre qui est devant y'. Pardon, tac. Voilà. Déjà devant y', moi j'avais rien, et là j'ai quelque chose. Bon. UC, qui est la fonction qui n'est pas dérivée, bon, j'avais une constante ici. Bon, ok. Et surtout ici, j'ai un autre nombre, j'ai une autre constante ici, que je n'ai pas dans mon équation. Alors, c'est pas exactement la même. D'accord? Alors, c'est pas gênant, ici. Parce que, donc ça c'est le principe général, ce que je viens de vous dire là. Et, bien sûr, on a une petite variante de cette méthode, qui est la résolution, donc exactement de celle que je viens de vous montrer. Donc, regardez. Après, c'est ça. Hop, une autre feuille, ici. Mais nous, on veut résoudre, donc, ici... On veut donc la résolution, nous, hop, résolution d'une équation de la forme suivante. De y' plus ay égale b, cette fois-ci. Vous voyez, où on a donc, ça s'appelle une équation avec second membre, ici, d'accord, où b, donc où a et b sont des constantes. D'accord? Alors, la méthode de résolution est la suivante. En 1, déjà, on résout l'équation dite homogène ça c'est que du jargon, d'accord? C'est-à-dire celle sans le second membre, donc sans second membre. C'est-à-dire donc on va résoudre y' plus ay égale 0. Ça on sait le faire, on vient de le faire, d'accord? Là on a déjà la solution pour nous, hein, on sait que c'est y égale donc k1 exponentielle de moins a at. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on va, ce qu'on appelle, chercher une solution particulière. Donc 2, on cherche une solution particulière à l'équation avec second membre. Donc, par exemple ici, donc j'ai y' plus ay égale 0, égale b, pardon, égale b, ici, d'accord? Bah, remarquez bien ici que pour y égale b sur a, eh bien on a y' plus ay qui vaut y' 0 plus a fois b sur a égale b. Et donc on a bien une solution particulière de ça.
Pourquoi est-ce que y' égale 0 hein? Donc y' égale 0 car bah, b sur a est une constante. Donc quand vous dérivez b sur a qui est une constante par rapport au temps, il ne se passe plus rien. Ça ne change pas par rapport au temps. D'accord? Donc ça est bien 0. D'accord? Donc ici, donc qu'est-ce que je dis? Donc yp ici, la solution particulière, hein, ici, b sur a, voilà, est une solution particulière. D'accord? Et troisièmement, eh ben, la solution de y' plus ay plus b égale b, eh bien, est donnée par eh bien, la solution de y' plus ay égale 0 plus la solution particulière yp. D'accord? Et donc, la solution est... Donc ici, la solution, c'est y égale k1 exponentielle de moins at plus b sur a. D'accord avec ça? Il nous restera à déterminer, donc b et a, on les connaît, hein, puisque c'est des données de l'énoncé. Ça, c'est dans l'équation différentielle qu'on a formée au départ. Par contre, K1, vous avez vu, est apparu au cours de l'intégration, au cours de la primitive qu'on a faite. Donc, par contre, on n'a pas K1 comme ça. Mais K1, donc, hein, K1 se détermine par ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, pour déterminer K1, eh bien, on utilise ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc par exemple, eh bien on peut dire à t égale 0, d'accord, on imagine, eh bien on regarde le système et on a y qui vaut par exemple la valeur k0. D'accord? Donc, je vais remplacer dans mon équation ici, je vais regarder juste y de 0, d'accord, ici. Je vais calculer donc y de 0, d'accord. Y de 0, ça vaut quoi? Ça vaut k1 exponentielle de moins a fois 0, d'accord, plus b sur a. D'accord? Or, exponentielle puissance 0, comme n'importe quelle puissance, ça vaut 1. D'accord? Donc ça vaut k1 plus a sur b. D'accord? Or, à t égale 0, y de 0 vaut k0. Donc ceci vaut k0. D'accord? Donc, K1 sera égal à quoi? Ce sera égal à K0 que je connais, donc ici, moins A sur B. Je vais passer le A sur B de ce côté-là. D'accord? Et donc finalement, eh bien, je voulais connaître la variation de Y en fonction du temps, qui est solution de cette équation différentielle. Eh bien, c'est quoi? Ce sera égal à K0 moins A sur B, facteur de exponentielle de moins AT, plus B sur A. Et ça, c'est la solution, donc, est solution de, donc, y' plus AY égale B. D'accord avec ça? Voilà, et donc maintenant que nous avons ceci, eh bien, on va redérouler exactement cette méthode pour résoudre l'équation différentielle qu'on a vue il y a 2 minutes, mais cette fois-ci précisément dans le cas du circuit électronique. Et vous allez voir que c'est complètement génial. Et une fois qu'on a l'habitude, vous verrez, ça déroule tout seul. Et c'est même assez amusant en fait de voir sous nos yeux eh bien, que les maths modélisent
tout ceci. Et comme disait Albert Einstein, c'est quand même étonnant que les maths, qui sont une pure invention de l'esprit, puissent aussi bien modéliser ce qui se passe dans la nature. À méditer. Hop là. Donc, où en sommes-nous exactement? On en était donc à cette équation différentielle qui est... où est-ce qu'elle est? Hop. Ici, nous avons donc à résoudre ceci. Je vais le terminer là. Donc je vais le mettre sur notre feuille. On va tout refaire ici, d'où l'équation différentielle ici. Donc maintenant on va mettre ici, donc résolvons. Donc RC DUC sur DT plus UC moins E égale 0. On reconnaît donc ici, notre Y tout à l'heure c'est celui-là, Y' tout à l'heure c'est celui-là, le Y tout à l'heure c'est celui-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va d'abord résoudre, donc en premier ici, donc résolvons l'équation homogène. D'accord? L'équation homogène qui est de la forme donc y' plus AY égale 0, je vous rappelle. D'accord? Donc là, ça ne va pas pour l'instant parce qu'on a notre problème, on a un coefficient nous devant y' ici. D'accord? Donc je vais déjà tout diviser par RC. D'accord? Donc ça me fait DUC sur DT plus 1 sur RC UC moins E sur RC égale 0. D'accord? Je vais maintenant donc ne pas tenir compte de celui-ci, d'accord, et résoudre. Donc cherchons la solution de donc DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale 0. D'accord? On refait ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire donc on a DUC sur DT qui est égal à moins 1 sur RC UC. D'accord? Je vais mettre tout ce qui correspond à UC, je le mets de ce côté-là, et tout ce qui correspond, tout ce qui ne correspond pas à UC, je le laisse de l'autre côté. Donc ça me fait DUC sur UC, donc je vais passer le UC ici, et le DT, je vais passer de l'autre côté. D'accord? Ça fait égal DT égale moins DT sur RC. D'accord? Je reconnais ici l'expression d'un logarithme, c'est le logarithme de UC de T. Donc ln ici de UC, UC de T, hein, d'accord, égale, donc ici, donc là j'ai pris la primitive, hein, d'accord, c'est égal à moins 1 sur RC T, d'accord, plus la fameuse constante de tout à l'heure, plus K, la fameuse constante de tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que l'on a? On a donc ici UC de T qui est égal à donc exponentielle de moins 1 sur RC T plus K. D'accord? Et l'exponentielle de K ici, comme on l'a vu tout à l'heure, n'est pas très jolie. D'accord? Et donc je vais l'écrire plutôt comme ceci, égale, donc ici, K1 exponentielle de moins 1 sur RC T, sachant que K1 donc est une constante. D'accord? Donc voilà. Donc ensuite, maintenant, en 2, nous allons donc chercher la solution particulière. Donc cherchons une solution particulière à donc DUC sur DT plus 1 sur RC UC moins E sur RC égale 0. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si vous prenez UC qui vaut juste E, ça fonctionne. Pourquoi? Donc ici, hein, donc on a ici donc DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale E sur RC. D'accord? Donc pour UC égale E, donc est une constante. Hein. E c'est quoi? C'est la tension aux bornes du générateur, donc elle est constante. Hein, d'accord? Eh bien, quand je vais calculer D de E sur DT, ça vaut 0.
d'accord? Et donc ça nous fait ici donc un E sur RC égale E sur RC, d'accord? Donc pour UC égale E, alors, eh bien, on a donc bien ce qu'on avait ici, donc, hein, alors DUC sur DT plus 1 sur RC UC égale E sur RC. D'accord? Donc c'est la solution particulière. D'accord? Donc ça c'est la solution particulière. Donc du coup. D'accord? Donc une fois qu'on a ça, eh bien on peut écrire donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire donc la solution générale ici, donc hein, la solution donc UC de T de l'équation est donc c'est la solution générale ici de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc ça nous fait ici donc hein, UC de T égale K1 exponentielle de moins 1 sur RCT plus E. D'accord? Ce qui nous embête, c'est ce fameux K1 ici, parce que il est, comme on l'a vu tout à l'heure, il a été introduit quand on a fait la primitive, quand on a intégré le logarithme. D'accord? Et donc là, il faut qu'on arrive à le trouver. Et pour ça, nous, c'est là où ça a son petit intérêt, c'est que nous, on n'est pas sur n'importe quoi, on ne travaille pas en l'air, on travaille sur un système concret. D'accord? Or, ce système concret, donc, il avait des contraintes dès le départ. D'accord? Donc, déterminons K1. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Donc, à t égale 0, eh bien, UC de 0, d'accord, doit valoir 0 volts. Pourquoi? Parce que, si on se souvient bien, car le condensateur n'est pas chargé au début de la manipulation. D'accord? Donc, comme il n'est pas chargé au début de la manipulation, bah, il faut bien que ça apparaisse dans notre équation différentielle. Il faut bien que cette solution qu'on a donnée à l'équation différentielle en tienne compte. C'est ça que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Or, bah, UC de 0 égale, donc là on reprend notre solution qui est ici, d'accord? Or, donc UC de 0, ça vaut ici, donc, hein, je vous montre ici, donc ça vaut K1 exponentielle de moins 1 sur RC fois 0, d'accord, plus E, d'accord? Donc ça nous fait ici, UC de 0, bah, ça vaut donc K1 exponentielle de moins 1 sur RC fois 0, d'accord, plus E, d'accord? Donc ça vaut ici K1 plus E, d'accord? Mais puisque tout ça, ça doit avoir 0, d'accord? Or, UC de 0 égale 0, donc K1 plus E égale 0, logiquement équivalent à K1 égale moins E. D'accord? Donc, la solution générale, la solution de l'équation différentielle, et donc l'évolution de UC avec le temps dans ce circuit est, eh bien tout simplement, UC de T égale, donc on a dit que K1 valait moins E, d'accord, moins E exponentielle de moins T sur RC plus E. Ce que l'on peut écrire de manière plus jolie comme ceci. UC de T égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC. D'accord? On a la chose suivante. Donc ça c'est vraiment l'équation que l'on attendait ici. Hein. On cherchait ici. On va le tracer un peu plus tard. Mais remarquez le petit phénomène suivant.
pour T égale taux, c'est-à-dire RC, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? C'est la fameuse constante caractéristique. Qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, UC de taux, qui est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de taux sur RC. D'accord? Mais comme taux vaut RC, d'accord, bah c'est égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins RC sur RC. D'accord? Et ça vaut donc E facteur de 1 moins E exposant moins 1. D'accord? Ce qui vaut aussi E facteur de 1 moins 1 sur E. Puisque exponentielle de moins 1, c'est 1 sur E. C'est l'inverse de E. D'accord? Sur la dénominateur, ça nous fait ici E facteur de... Donc je multiplie celui-là par E et je divise par E. Donc ça fait E moins 1 sur E. D'accord? Or, E vaut à peu près un 2,7. Hein, vous prenez votre calculatrice. Hein, donc, vous calculez ce truc-là. Hein, ça nous fait à peu près donc UC de taux égale, en gros, hein, E fois 0,63. Et on a bien donc ce qu'on avait déjà, d'où, et bien donc UC de taux égale 0,63 E, d'accord, et c'est-à-dire donc à T égale taux, d'accord, alors la tension aux bornes du condensateur vaut environ, j'aurais dû mettre environ ici, hop, environ 0,63 E, soit en fait 63% de E, qui est la tension aux bornes du générateur. D'accord? Ça, c'est la tension aux bornes du générateur. D'accord? Donc, vous voyez que ce qu'on avait introduit la dernière fois, c'était pas la constante caractéristique. En fait, ne tombait pas du ciel. Hein, elle venait exactement de ça. D'accord? Elle venait en fait de la résolution de ces équations différentielles. Alors, si vous voulez vous amuser, d'ailleurs, vous pouvez faire ceci ici hein, pour t égale 5 taux. D'accord? Bah, qu'est-ce qu'on a? On a donc UC de 5 taux qui est égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins 5. Du coup, puisque c'est de moins 5 taux sur RC, d'accord? Donc ça vaut E facteur de 1 moins exponentielle de moins 5. D'accord? Alors vous pouvez prendre votre calculatrice, taper ceci, hein, et ça nous donne à peu près donc 0,99 E. D'accord avec ça? Je vais vous montrer sur la calculatrice. Donc, j'espère que vous verrez bien, par contre, sur l'écran. Hop, voilà. Juste pour qu'on le fasse correctement, on va juste taper donc 1 moins exponentielle. Alors, tac, tac, voilà, c'est celui-là. Tac, tac, exponentielle de moins 5. Boum, et ça nous fait ceci, vous voyez, 0,99, etc., etc., etc. Donc on a bien que l'on voulait ici. Voilà, si vous avez bien compris cette partie-là, eh bien, il va nous rester donc à faire la même chose pour la décharge du condensateur. Donc vous pouvez vous amuser, avant de passer à la partie 3 de cette vidéo, de ce cours, à essayer de le faire par vous-même. Et puis on va le faire juste dans 2 minutes. Et ensuite on passera d'ailleurs aussi à une petite partie avec Python pour qu'on puisse voir un peu la tête de tout ce que ça nous donne. Voilà, à tout de suite.